L'horlogerie, avant tout, c'est une passion, il faut aimer. On ne peut pas dire j'aime l'horlogerie si on n'est pas passionné. Il y a toujours des nouvelles choses inventées, des nouvelles technologies, et on ne s'ennuie jamais. Alors là, on est dans une pendule qui n'a vraiment rien de conventionnel. En plus d'avoir une sonnerie des heures, une sonnerie des quarts, on a ce qu'on appelle une répétition minute. On trouve ça sur certaines montres de poche ou certaines montres bracelets. Et comme si ça suffisait pas, ils nous ont encore rajouté là en bas, là vous voyez la lune, un calendrier perpétuel donc qui prend en compte les jours, les mois, mais aussi les années bissextiles. Pour moi, en fait, l'horlogerie, en tant que création horlogère, lie la mécanique et l'esthétique. Et c'est d'ailleurs un point d'orgue pour nous, en tant que restaurateurs du patrimoine, pour monter un projet de restauration. Le lien entre technique et esthétique définit, pour moi, une grande partie de l'horlogerie. Ouais, je le remonte un petit coup. Alors pour moi, le but d'Alexandre Pouchkine, c'était de faire un androïde qui essaye de dépasser dans la mesure du possible de ce qui avait été fait à la fin du XVIIIe siècle. Donc, plutôt que faire un automate qui répète des choses de façon cyclique, c'était de faire un automate qui avait sa propre créativité, donc capable de composer 1458 poèmes de manière aléatoire, tout en faisant des poèmes intelligibles. On est quelque part dans l'univers des rêves. L'horloger, c'est l'héritier de l'astronome. On est dans la reproduction de la mécanique céleste. On cherche à faire exister quelque chose qui est presque... On donne vie, un peu comme Geppetto et son Pinocchio. Il y a cette idée de donner vie à un objet qui va nous accompagner ensuite autour du bras ou chez soi. Donc c'était en 1986 que j'ai terminé mon école d'horlogerie en Finlande. Et puis j'ai travaillé 1 année en Finlande. Et après, je voulais apprendre plus. Je suis qu'il y a une école d'horlogerie à Neuchâtel où on peut faire la formation continue. Et quand j'ai commencé l'école d'horlogerie, c'était la première fois dans ma vie que j'avais le sentiment que je ne vais pas au travail. J'ai toujours le même sentiment. Moi-même, j'aime bien à partager notre connaissance. Donc, dans notre atelier, nous n'avons pas les secrets d'atelier. Il est important en fait de se souvenir du passé dans ce qui est mécanique. Et dans le passé, l'horlogerie a été un point très important pour connecter les gens les uns aux autres et pour mettre un rythme à travers les sociétés. C'est pour ça que d'avoir autour de soi un univers de documentation en 3D technologique, ça permet de se projeter aussi dans l'avenir, de s'appuyer sur son passé et d'aller un peu plus loin que simplement notre propre présent. Donc j'ai été fasciné aussi, en grandissant, par la science-fiction ou les images que l'humain pouvait se faire de son avenir. Les domaines de précision dans lesquels travaillaient l'astronome et l'horloger étaient les mêmes. En gros, c'était la seconde, le dixième de seconde. L'exactitude avec laquelle on est capable de mesurer la rotation de la Terre avec cet instrument-là, c'est de l'ordre du dixième de seconde, et ça correspond exactement à ce dont avaient besoin les horlogers. Alors l'opération que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de régler le mouvement. Donc je suis en train de faire en sorte qu'elle fasse tic-tac en 1 seconde et pas plus, pas moins. Pour que quand on regarde l'heure et qu'il est 2h, qu'il soit réellement 2h et pas 2h05 ou 2h-5. Au fur et à mesure, la montre elle se construit. Et à la fin, on a tout le mécanisme qui est monté. La montre doit fonctionner et être bien réglée. Donc là, en fait, je suis en train de regarder la plénité du spiral par rapport au balancier. Le balancier étant en fait l'organe réglant de la montre. On apporte aussi un côté artistique, quoi. Donc c'est une bonne synthèse entre la mécanique et l'art. Donc l'élève en fait endosse un petit peu tous les rôles des différents corps de métier. Donc à la fois le rôle du constructeur-ingénieur, le rôle du designer et aussi bien sûr le rôle de l'horloger, puisqu'ils sont avant tout horlogers et qui doivent au final fabriquer en fait l'objet pour aboutir à un prototype
qui va donc présenter à la fin de son année scolaire devant un jury. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce travail-là, c'est la restauration proprement dite, le démontage des pièces, l'analyse de chaque objet, faire des recherches historiques sur cet objet pour bien le comprendre, sur sa fabrication, sur l'idée même de son constructeur, dans l'époque où il a été construit. Et puis après, toute la partie photo, rapport, tout ce qui est en lien avec la restauration. Puis actuellement, je suis en train de restaurer un régulateur de précision de 1958. Des fois, j'ai de la peine à comprendre, imaginer. Donc je vais au musée, je me promène. Voilà, ça fait office d'une bibliothèque. On perd, on va dire, des excellences dans des domaines très fermés, très pointus. Où trouver des horlogers qui sont en fait justement très ouverts et qui ont cette capacité de faire beaucoup de choses différentes, utiliser des fraiseuses, des tours. Les horlogers en général sont de très très bons micromécaniciens et qui connaissent beaucoup de choses. Pour pouvoir exister, c'est le seul moyen, c'est à faire soi-même. Comme ça, on maîtrise la qualité, aussi les délais de livraison, et puis on peut planifier le futur. C'est vrai que l'Android Pushkin m'a pris beaucoup plus de temps que prévu au départ. Il s'est réalisé sur une période de 7 ans. Mais c'est ça qui est beau, quoi. C'est qu'en même temps, on avance, on découvre, on redécouvre, on invente, on réinvente, et puis on rejoint justement ces anciens, et puis on a l'impression d'être vraiment dans la vérité de l'objet par rapport à ce qui s'est fait auparavant. Et ça, c'est quelque chose où on a besoin de toucher un peu la lune, et puis c'est un peu ce qu'on cherche de ces métiers. Alors je suis en train de remettre des dents sur un clavier tout édenté. J'ai prévu ces 2 dents-là pour les ajuster ici et souder à l'étain et après accorder aux notes voulues. J'ai appris ça grâce à mes oncles et l'accordage grâce à un accordeur qui se trouvait de l'autre côté de la route qui avait l'oreille absolue. L'univers des horlogers, c'est l'univers qui tourne autour de cette montagne. On est dans un monde sans frontières. Il y a un lien si étroit entre la Suisse et la France parce que ce sont des liens culturels. Ils ont la même méticulosité, ils ont la même mentalité. Je suis étonnamment surpris par l'engagement de ces jeunes qui font des écoles d'horlogerie, qui se retrouvent ensemble le soir pour parler d'horlogerie, qui mangent horlogerie, qui bossent horlogerie, ils sont dans un univers de passionnés, ils vont acheter de l'outillage, ils vont s'échanger, ils vont retrouver les bons plans. Ils ont leurs établis dans leur chambre. Au bout de ma 6e année, j'ai réalisé cette montre école. Donc c'est 800 heures de travail avec la conception, réalisation, avec les outils du lycée. Alors ici, dans l'arc jurassien, l'avantage, c'est qu'on est vraiment dans l'épicentre de la technique et de la culture horlogère. On a le musée du CIMA, le musée du Loc, le musée de la Chaux-de-Fonds, le musée de Besançon, le musée de Morteau, qui permettent de baigner là-dedans et d'accroître nos connaissances et d'élever le métier de restaurateur encore plus haut. Pour moi, justement, c'est indispensable que ces savoir-faire soient encore présents. C'est un respect par rapport au passé, et en même temps, avec les possibilités actuelles, de perpétuer un métier en constante évolution.